Nous allons ouvrir la partie propre à notre colloque. Et donc notre première intervenante, je vous le disais tout à l'heure, notre souhait c'était de donner la parole à des responsables qui ont l'expérience et voir pourquoi ça marche ailleurs et nous expliquer pourquoi ça ne pourrait pas marcher en France. Et donc la première intervenante est une femme politique belge, elle est membre du Parti socialiste belge. Donc on fait encore de l'archéologie aussi en Belgique, mais voilà. Non, c'est pas une maladie contagieuse. D'accord, voilà. Non, puis l'acacia refleurit toujours, mais des fois il faut attendre longtemps. Alors, nous allons avancer. Donc, Christiane a notamment été ministre wallonne de la Santé, des Affaires sociales et de l'égalité des chances de 2004 à 2007, sénatrice de juillet 2007 à 2010, et en 2010, elle est devenue députée fédérale. Bien sûr, elle est en première ligne sur le combat qui nous anime aujourd'hui. Elle siège dans de nombreuses commissions et assemblées. Je ne veux pas toutes les lire, c'est trop long, mais elle s'occupe beaucoup d'affaires sociales, des questions de relations extérieures, de climat, de développement durable. Elle siège aussi à l'OSCE. Voilà, Christiane, merci d'être là et tu as la parole. Merci beaucoup. J'étais très touchée en écoutant Anne Bert et en même temps un peu fière de me dire que dans notre petit pays si compliqué qui cumule toutes les difficultés du monde déjà à parler de la même langue, nous ayons réussi avec un très large consensus social, et j'y reviendrai, à légiférer sur l'euthanasie. Anne Bert le rappelait, c'est en 2002. Donc nous avons déjà un peu de recul sur la pratique de la loi. Et au moment où nous avons dépénalisé l'euthanasie en 2002, nous avons voté parallèlement une loi sur les droits du patient, parce je dirais en trame de fond du débat qui est le nôtre, se pose la question des droits du patient, et une loi sur les soins palliatifs. Alors, mon exposé va s'articuler autour de 4 points. Je voudrais vous expliquer la loi, comment elle fonctionne, quelles en sont les pratiques, parce que parfois l'on a tendance à fantasmer un peu. Vous donner un bilan de la pratique. Et ensuite, je me permettrai quelques réflexions toutes personnelles. Alors, j'aimerais commencer en attirant votre attention sur quelques éléments d'ordre général. Le premier, c'est que bien souvent, les lois dont on dit les lois éthiques sont des lois qui ouvrent des portes. Ce sont des possibilités qui sont offertes à celui qui veut s'en saisir. Très clairement, personne n'est obligé en Belgique d'être euthanasié, je vous rassure. Chacun peut préférer les soins palliatifs ou les deux, parce que rien n'oppose les soins palliatifs et l'euthanasie. C'est un élément essentiel parce que le débat est souvent faussé par cette idée que légiférer va créer un appel d'air, que les pouvoirs publics vont être dépassés par une demande qui deviendra exponentielle et incontrôlable. Troisième élément de réflexion plus général, l'avantage de légiférer est aussi dans le fait que la loi distingue très clairement ce qui est permis de ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas peut être condamné. Donc c'est extrêmement important de clarifier le champ du permis et de ce qui ne l'est pas, important pour le patient et pour sa famille, important pour le praticien, pour le médecin. Et dernier élément, on a dit 2002, depuis le cadre législatif a évolué, il a évolué en 2014, puisque l'euthanasie s'est ouverte aux mineurs, dans les conditions que je vous décrirai. Les médecins doivent remettre un rapport
dès qu'ils ont pratiqué une euthanasie, à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, qui présente, elle, un rapport aux chambres. Les chiffres que je vais vous citer dans mon exposé sont issus de ce rapport qui reprend les années 2014 et 2015, qui a été voté en juin 2017. Donc ce sont les derniers que nous avons. En ce qui concerne l'euthanasie des mineurs, il n'y a eu un premier cas qu'en 2016. Alors entrons dans le concret. Pour bien comprendre la pratique de la loi, il faut voir comment la loi définit l'euthanasie. Dans ce cas-ci, chaque mot a son importance. Dans la loi, il s'agit de l'acte pratiqué par un tiers. Je répète bien, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Donc nous sommes exactement dans ce qu'Anbert décrivait. Je demande à mon médecin de mettre intentionnellement fin à ma vie. Donc ce n'est pas un suicide, ce n'est pas... l'on est dans un cadre très précis. Alors, pour ne pas commettre d'infraction, il y a des assurances que doit prendre le médecin. Avant d'en venir à la praxis, c'est de quoi le médecin doit-il s'assurer? Il doit s'assurer que son patient, qu'il soit majeur ou mineur émancipé, est capable ou qu'il a rédigé une déclaration préalable depuis moins de 5 ans. Et si le patient est mineur, il doit vérifier que son patient soit doté d'une capacité de discernement et donc conscient au moment de la demande. La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée. Donc, avant même d'entrer dans le processus, il faut qu'il y ait une demande volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure. Il faut aussi qu'il s'assure que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et entraîne le décès à brève échéance. Si le décès est prévu à une échéance imprévisible, et l'on y reviendra, il y a des exigences qui sont un peu renforcées. Et cette souffrance doit résulter d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Les mots que l'on utilise dans la loi font là aussi écho à ce que disait Anbert. On dit la souffrance doit être insupportable, constante et inapaisable. Et elle peut présenter des formes multiples. Elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être morale, et je vous donnerai quelques exemples de ces différentes situations. Mais cette souffrance rend la qualité de vie ressentie, donc pas la qualité de vie évaluée par un autre, mais la qualité de vie ressentie par le patient, médiocre, voire inexistante. Vous voyez le cadre dans lequel se situe le médecin. Et maintenant, il y a un certain nombre de prescrits que la loi lui impose. Maintenant, on va entrer dans le process. Que doit faire le médecin? Il doit informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie. Il doit se concerter avec lui sur sa demande d'euthanasie et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables, ainsi que les possibilités qu'offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver avec le patient à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que sa demande est entièrement volontaire. Il doit s'assurer, et là l'on entre dans ce qui va devenir le dossier médical du patient, parce qu'il ne suffira pas qu'il lui pose des questions, il doit s'assurer de mesurer la souffrance physique et psychique et sa volonté réitérée. Il va mener plusieurs entretiens avec le patient, espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution du patient. Il devra obligatoirement consulter
un autre médecin. Quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant à ce médecin les raisons de la consultation. Alors, cet autre médecin prend connaissance du dossier médical, il examine lui aussi le patient et il s'assure du caractère constant, insupportable, inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport. On dit de ce médecin qu'il doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant et compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe alors le patient des résultats de cette consultation. S'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, il doit s'entretenir avec cette équipe. Si le patient le souhaite, il doit aussi s'entretenir avec ses proches, avec ceux dont il a envie. Et enfin, il doit s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer. Si le patient est un mineur non émancipé, il doit consulter un pédopsychiatre ou un psychologue, toujours en précisant les raisons de cette consultation. Et je vous le disais, les conditions pour les mineurs sont renforcées, mais vous comprenez que le sens est à la fois, la demande doit émaner du patient, cette demande ne peut pas résulter, par exemple, d'un coup de blues ou d'une dépression, elle doit être à plusieurs reprises réexprimée, et lorsque le médecin a fait tout cela, s'il estime que le décès n'arrivera pas à échéance brève, alors il doit consulter un deuxième médecin, un psychiatre ou un spécialiste de la pathologie concernée. Celui-ci doit être indépendant, il va à nouveau examiner le patient et il va rédiger un rapport. Donc c'est toujours deux médecins. Si le décès n'est pas prévu à brève échéance, alors il faut l'avis d'un troisième médecin. Le patient doit rédiger sa demande par écrit lui-même et s'il n'en est pas capable, devant témoin et avec son médecin, il y a une demande qui est rédigée et avec son accord, cette demande est acceptée. La demande du patient, on a parlé de déclaration anticipée, donc tous les 5 ans, n'importe, j'allais dire quel Belge, mais ce n'est pas tout à fait vrai, n'importe lequel d'entre nous peut rédiger une déclaration anticipée dans l'hypothèse où un jour il serait incapable d'exprimer sa volonté. Et alors, dans la déclaration anticipée, il indique le nom d'un certain nombre de personnes de confiance qui vont être chargées de mettre en œuvre sa volonté s'il n'est plus capable de le faire lui-même. Avant de vérifier, de pratiquer l'euthanasie, le médecin doit encore, dans certains cas, lorsqu'il y a eu une demande anticipée et où le patient est dans le coma, dans l'inconscience, il doit vérifier que la situation d'inconscience est irréversible selon l'état actuel de la science. Vous voyez, les contraintes sont nombreuses. Alors, Madame Baird le disait, mais je voulais le souligner, aucun médecin n'est contraint de pratiquer une euthanasie. Aucune autre personne n'est contrainte de participer à l'euthanasie, ni une infirmière, ni qui que ce soit du personnel médical. Mais si le médecin consulté refuse, il doit en informer en temps utile le patient ou la personne de confiance en précisant les raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, elle est consignée dans le dossier médical du patient. Mais il est obligé d'envoyer son patient chez un autre médecin. Et donc, à ce moment-là, l'autre médecin reprend le dossier médical et le patient et analyse sa demande. Un des effets de la loi, qui n'est pas sans importance, c'est que la personne décédée suite à une euthanasie, dans le cadre que je vous ai présenté, est réputée décédée de mort naturelle. Cela a des conséquences, notamment en matière de certains contrats d'assurance.
Une fois l'euthanasie pratiquée, le médecin a 4 jours ouvrables pour envoyer un document extrêmement complet à la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Dans ce document, une partie est scellée qui contient les données très personnelles du patient, l'autre est ouverte et fait l'objet d'une analyse. Si la Commission estime un doute sur la pratique, elle demande des informations au médecin. Généralement, tous les médecins n'étant pas de grands amoureux de documents administratifs, c'est parce qu'il manque l'un ou l'autre renseignement. Parfois, il y a des doutes sur la manière dont les conditions de la loi ont été respectées. C'est très rare, mais cela arrive. Alors, le dossier est renvoyé au parquet, au procureur du roi. La commission de contrôle, je ne vous la détaillerai pas, elle est composée de 16 spécialistes, dont la moitié sont spécialisés en médecine et les autres sont des avocats, des juristes, des professeurs. Alors, venons-en à l'état des lieux. La proportion de décès déclarés par euthanasie en 2014 et 2015 a été en moyenne d'environ 1,8% de l'ensemble des décès. Cela montre à quel point il n'y a pas eu d'explosion. Je dirais la plupart des Belges meurent de mort entre guillemets naturelle. 1,8% de l'ensemble des décès, cela fait 1928 cas en 2014, 2022 en 2015. 51,3% d'hommes, 48,7% de femmes. Vous voyez, il n'y a pas d'analyse de genre à en tirer. Hommes et femmes sont à égalité. L'âge des patients, 14% des patients avaient entre 40 et 59 ans, 49% entre 60 et 79 ans, 35,4% entre 80 et 99 ans. Où meurt-on d'euthanasie? Pour 44% chez soi, à la maison, 42% à l'hôpital et 12% en maison de repos. Sur le volet complet, 85% des euthanasies sont pratiquées alors que l'échéance prévisible du décès est brève. Donc, dans ce cas-là, rappelez-vous, le médecin consulte un confrère spécialiste et c'est tout. 85%. Il reste 15% restants où l'échéance prévisible du décès est imprévisible, n'est pas brève, bref, on ne sait pas. 32% de ces cas sont des cas d'origine polypathologique, 19% sont liés à des troubles mentaux, 18% des maladies du système nerveux et 10% des maladies du système respiratoire. 67 cas concernaient des patients qui se trouvaient dans le coma depuis très longtemps. Alors, quelques exemples que la loi a considérés, que la commission de contrôle a considérés dans le champ de la loi et a accepté. Madame Baird parlait de la sclérose latérale amyotrophique. Elle a spécifié que c'est une maladie incurable du système nerveux. Je voudrais peut-être compléter pour que l'on se rende bien compte de ce dont on parle. Cette maladie se caractérise par la dégénérescence des cellules nerveuses motrices de la moelle épinière, du tronc cérébral et du cortex cérébral. L'issue est la mort par suffocation en raison de la paralysie des muscles respiratoires. 9 patients sur les années 2014-2015 ont demandé l'euthanasie avant la phase terminale, mais 85% ont attendu la phase 85 cas, 9 cas et 85 cas ont préféré attendre la phase terminale. Donc, lorsque Anne Baird est venue en Belgique, elle a parcouru le chemin
qui lui a permis de prendre sa décision et à un moment donné d'entrer dans le cadre de la loi. Autre exemple, dans un autre domaine, une patiente de 26 ans atteinte d'un trouble mental très grave et incurable. Il a été demandé à 2 psychiatres de rendre un avis sur la demande d'euthanasie. Tous 2 ont vu la patiente en consultation à plusieurs reprises avant de rendre leur avis. Cette personne a été euthanasiée. Le délai parfois pour ce type de pathologie et de demande est plus long, parfois il prend quelques mois, parfois plusieurs années. 3e exemple, une patiente de 91 ans, combinant une série de maux dits de vieillissement, nuisant gravement à sa qualité de vie, dont l'état pouvait être considéré comme sans issue, car sans traitement curatif possible. La souffrance étant considérée comme insupportable, constante et inapaisable, bien que le décès ne soit pas attendu à brève échéance. L'avis d'un médecin généraliste agréé en soins palliatifs et d'un psychiatre ont été sollicités et la demande a été considérée comme conforme à la loi. Vous voyez, les cas peuvent être très divers, les âges sont très divers. Donc, le premier médecin consulté est généralement un médecin généraliste. Le deuxième, un médecin spécialiste ou un médecin formé en soins palliatifs. Et dans 68% des cas, l'on fait appel à un psychiatre. Alors, analyse, quelques conclusions et quelques réflexions. Il apparaît clairement que depuis 2002, les demandes d'euthanasie ont augmenté doucement, d'année en année, pour atteindre aujourd'hui 1,8% des décès en Belgique. Nous sommes donc très éloignés d'une demande massive. L'euthanasie répond bien à une demande précise d'une catégorie de patients dont la fin de vie est marquée, je le répète, par une souffrance constante, insupportable et inapaisable. Parfois, rien que de le dire, on a envie d'être euthanasié. Et fait l'objet d'un large consensus social. Donc, il n'y a pas en Belgique de remise en question de cette loi. Elle répond, je pense, aux besoins, aux attentes d'une grande partie de la population. Elle répond en tout cas au cadre éthique que nous avons voulu y inclure. Dans ce cas précis, la loi protège le patient en respectant sa volonté de mourir dans les conditions qu'il a choisies. Elle protège le médecin qui pose un acte encadré, qui le met à l'abri de poursuites éventuelles. Vous l'avez vu, le cadre est suffisamment strict pour empêcher les dérives. Et si l'on se place du point de vue de la famille, le fait de disposer d'un cadre aussi contraignant les libère de la culpabilité de devoir décider eux-mêmes. C'est le patient qui décide et il est accompagné dans sa décision. Il choisit. Et il choisit d'être accompagné par ceux qui n'ont pas, eux, nécessairement fait le choix, mais qui sont invités à l'accompagner dans son chemin. Nous sommes loin dans la philosophie, dans la conception de la loi, du suicide assisté qui fait peser une culpabilité sur les proches et le médecin, loin aussi du petit coup de pouce médical qui, là, repose sur la décision du médecin seul, loin aussi de la compassion à géométrie variable. Nous sommes dans le domaine du droit, de la loi, qui porte ses effets uniquement si le principal bénéficiaire et intéressé décide de se l'appliquer. Alors, en conclusion, je me permettrai quelques réflexions personnelles parce que Patrick Kessel, en introduisant le thème, a expliqué les difficultés qui étaient les vôtres. Je dirais, à mon sens, et donc ça n'engage que moi, la plus mauvaise manière d'aborder les questions liées à l'euthanasie et d'une manière plus générale aux questions d'ordre éthique et de bioéthique sont premièrement d'ignorer les pratiques et les évolutions de la société, de faire comme si ça n'existait pas. Il est bien évident qu'en France, on pratique des euthanasies partout en Europe. Mais on fait comme si ça n'existait pas. Je pense que c'est une erreur. Deuxièmement,
il me semble qu'une des plus mauvaises manières de les aborder, c'est de les moraliser. Le législateur n'est pas là pour arbitrer les questions de morale. Il établit les règles du vivre ensemble. Ruben Ogienne, qui est un spécialiste français de philosophie morale, pose une question extrêmement intéressante qui m'a beaucoup marqué dans ma réflexion politique. Il dit « Est-il vrai que pour la plupart des gens, certaines actions sont incorrectes ou immorales, même si elles n'ont causé aucun tort concret à personne ?» Si nous excluons du champ de la morale tout ce qui ne cause de tort concret à personne, alors la question de l'euthanasie est réglée sans problème. Celle du mariage pour tous aussi, bien d'autres encore. En effet, qui peut être lésé par le fait qu'un être humain choisisse de mettre fin à ses souffrances et à une vie qui ne fait plus sens pour lui, et à le faire dans un cadre légal accompagné des siens, de ceux qu'il aime et de son médecin. Comme je le soulignais en introduction, la loi ouvre une porte. La franchit celui qui veut la franchir. Elle ne contraint personne. Elle fixe des conditions d'accès, elle établit les règles de la pratique. Celui qui souhaite, par conviction religieuse ou philosophique, donner un sens spirituel à sa souffrance est totalement libre de le faire. Celui qui préfère se suicider l'est tout autant. De même que celui qui, comme le soulignait le psychanalyste Michel Baron, ressent cette ultime recherche de plaisir d'un masochisme primaire où la pulsion de mort est dirigée sur le sujet lui-même, mais liée à sa libido et unie à elle, rien ne change pour eux. Il n'y a aucun jugement de valeur à poser sur ces motivations de nature différente. Le troisième obstacle qui m'apparaît, c'est de refuser d'analyser le champ social auquel ils appartiennent. Ainsi, l'avortement, c'est une question de santé publique. Je pense que c'est incontestable, c'est une question de santé publique. Avant que l'on ne légalise, des femmes mourraient dans des conditions abominables chaque année, dans des avortements pratiqués dans des conditions tout aussi abominables. Nous parlons de santé publique. Le mariage homosexuel, c'est une question d'équité. Honnêtement, je ne vois aucune raison pour qu'il n'y ait que les hétéros qui connaissent les joies du divorce et le paiement des pensions alimentaires. C'est vrai pour tout le monde. L'euthanasie est une question de liberté, celle de décider de son destin jusque dans la mort, et la loi garantit cette liberté. Je voudrais citer à nouveau mon vieil ami Michel Baron qui me rappelait récemment que Freud avait demandé à être euthanasié en 1939. Et il écrivait à son ami, alors qu'il souffrait d'un cancer de la mâchoire qui le rendait ivre de souffrance, il lui écrivait ceci. « Mon cher Chour, vous vous souvenez de notre première conversation ? Vous m'avez promis de m'aider lorsque je n'en pourrai plus. À présent, ce n'est plus qu'une torture et cela n'a plus de sens. Mes chers amis, je nous souhaite à chacun qu'un jour, si nous nous trouvons dans les mêmes conditions, un jour nous entende et qu'une loi nous le permette. Merci de votre attention. Christiane Vian, merci beaucoup. Je crois que cet exposé nous permet d'entrer de plein pied dans le débat et par l'entrée que nous souhaitions, c'est-à-dire avec beaucoup de distance, de respect pour ceux qui ne partageraient pas notre souhait d'avancer sur le droit de choisir sa mort. Tu as proposé l'examen de cas concrets, de situations concrètes, et il est important pour nous de voir comment et pourquoi ça peut marcher, et ça marche en Belgique.